Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vous êtes tout naturellement sur Tribune Jeune, votre authentique plateforme d'expression libre. Nous sommes ici ce jour, ce jeudi, pour aborder le thème qui a débuté le mardi dernier. Il s'agit de l'entrepreneuriat. Sauf qu'aujourd'hui, la question va être posée autrement, à savoir l'entrepreneuriat, système D ou défi de l'heure. Le mardi dernier, nous avons abordé l'entrepreneuriat au féminin. Il s'agissait de questionner les motivations qui permettaient aux femmes d'entreprendre et de comprendre comment elles arrivaient à concilier entreprise et femmes au foyer. Nous allons aborder ce sujet, bien évidemment, avec des invités. Nous avons parmi les invités, à ma gauche, nous avons Monsieur Bénicien Bouchedi. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bénicien Bouchedi est poète engagé, doctorant, et il va nous entretenir sur son poème, son recueil de poésie, on peut l'appeler comme ça, Rêve mortel. Nous aurons également comme invité Monsieur Ibouanga, doctorant également et lauréat de ma thèse en 180 secondes. Il viendra justement nous parler de ce concours-là et voir comment cela a pu être possible. À ma droite, vous avez naturellement Monsieur Toby, notre consultant maison, le très très fort Toby. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Et vos projets de vie? Projets de vie, c'est tous les jours qu'on les construit, c'est tous les jours qu'on les aménage. Malgré difficultés, on espère que, voilà, avec l'effort, ça ira pour le meilleur. Ok, ça ira pour le meilleur. Mesdames et messieurs, vous êtes sur une émission interactive et vous avez au bas de votre petit écran le numéro qui s'affiche, c'est-à-dire le 07 67 13 03, qui vous permet justement d'agir, d'intervenir de façon active sur l'émission. Donc, comme ça, nous allons démarrer le thème du jour, l'entrepreneuriat, système D ou défi de l'heure. Je vais d'abord demander à notre invité de marque ici de nous dire comment est-ce qu'il se sent en venant à Tribune Jeune. Merci déjà de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être sur un plateau télévisé avec des siens, discuter des questions qui préoccupent notre génération, surtout parce que c'est des questions de la survie de notre génération. Et naturellement, quand il est question de notre génération, forcément s'en préoccuper au plus profond de soi, parce qu'il faut défendre nos intérêts. Défendre les intérêts de notre génération, c'est inciter notre pays à aller de l'avant. Et inciter notre pays à aller de l'avant, c'est l'inscrire donc dans le concert des nations, en passant bien sûr à ce que au destin de notre continent, donc l'Afrique forcément. Justement. Donc, je me sens bien, et puis on espère justement que on se fera plaisir. Ouais, merci, ça marche, on se fera plaisir. Les gens peuvent se demander pourquoi avoir invité un poète, un écrivain sur une plateforme où on parle de l'entrepreneuriat, système D ou défi de l'heure. Et je veux préciser ici que la production artistique, comme la production littéraire, entre dans le cadre de l'entrepreneuriat culturel et créatif. Donc, c'est à ce titre-là que nous avons bien voulu vous avoir sur le plateau. Et puisque vous avez à votre actif 5 ouvrages déjà de poésie, je vais citer ici Le rêve nomade, publié en 2015 aux éditions Différences pérennes. Nous avons Silence de la contestation, publié en 2016 aux éditions Doxa. Nous avons Rêve mortel, qui fera justement l'objet de notre débat ce soir, publié en 2017 aux éditions Doxa. Vous avez ici Fais-moi frémir, publié en 2017, et un ouvrage qui est en édition, Cendre des mots. Oui, c'est bien cela. C'est ça?
Bien sûr. Donc, comme ça, je m'en vais d'abord vous poser une question rapide. Pourquoi rêve mortel quand on parle d'une Afrique et d'une jeunesse africaine? Mais quand on parle d'une Afrique et d'une jeunesse africaine, comme vous dites, c'est parler de ces deux questions liées, c'est interroger réellement l'existence, bien sûr, plutôt le fonctionnement de la société à l'intérieur de ces espaces-là. Rêve mortel parce qu'il est question dans ce texte de peindre l'Afrique telle qu'elle se présente à moi. Ce n'est pas peindre l'Afrique qui délique en fait. On est hors du pays, on essaie d'écrire une Afrique de souvenirs, on écrit ce qu'on entend, ce qu'on voit à la télévision, parce que ce qu'on voit à la télévision n'est pas forcément la réalité. Et il faut peindre l'Afrique dans sa réalité en fait, dans tout ce qui est vrai, dans toute sa forme la plus palpable. Et donc, rêve mortel peint malheureusement ce rêve africain qui se meurt en fait. Le rêve d'une Afrique normale qui se suicide par le fait des génocides, par le fait des crises politiques, des crises sociales, par le fait de l'immigration, par le fait des dictatures, par le fait de la misère, de la pauvreté, de la faim. Rêve mortel, c'est l'espoir d'une génération africaine qui se meurt tous les jours. Mais regardez comment aujourd'hui nos tout petits garçons s'entraînent au suicide, au crime, alors que les enfants des riches, les enfants des X comme je les nomme, eux, ils s'entraînent plutôt à la dictature. Et ça fait finalement que dans ce genre d'espace où on ne rêve plus, où le seul rêve qui nous reste possible, c'est celui de la mort des sens, la mort des valeurs, la mort de nos identités, la mort de notre culture. Mais finalement, qu'est-ce qui nous reste? Le désespoir. Mais ce désespoir, faut-il bien sûr s'y asseoir, plutôt faire une sorte d'apologie au désespoir ou aux lamentations? Non. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut peindre l'Afrique telle qu'elle se présente, il faut peindre le Gabon tel qu'il se présente, tout en proposant une autre vision, en fait, celle sur laquelle s'asseoir pour réfléchir, celle sur laquelle devraient s'asseoir des véritables fondamentaux de construction, en fait d'espérer une certaine, on va dire quoi, un certain idéal. Parce que quand on passe de la destruction, quand on passe de la mort à la vie, la Bible dit d'ailleurs, le passage de la vie à la mort, de la mort à la vie, pardon, mais ce passage, cette résurrection de l'espérance africaine par sa jeunesse doit être aussi une base de proposition. Et naturellement, Rêve mortel en cela n'est pas seulement une sorte de recueil de positions qui s'insurge contre la vie africaine, contre le malaise existentiel, mais c'est aussi, et plus encore, je veux dire mieux encore, un recueil de propositions. Parce que naturellement, dans ce texte, vous trouverez, si vous l'avez bien lu, vous trouverez beaucoup de propositions qui, je pense, peuvent profiter non seulement aux dirigeants africains, mais plutôt à la jeunesse africaine, afin de penser une autre façon de se comporter dans notre société et espérer les meilleurs jours. Donc, redonner espoir à la jeunesse africaine en procédant à une sorte de destruction pour mieux reconstruire. C'est un peu ça? Bien sûr, c'est Rêve mortel. Ce texte se présente, comme me disait un ami, comme une sorte de délivrance, en fait. C'est une Afrique des démons, je veux dire une Afrique démoniaque. C'est des pays qui sont englués dans la mort, en fait. C'est la mort ici qui s'est faite chère. Mais que faut-il faire? Il faut délivrer cette Afrique de ses turpitudes. Il faut délivrer cette Afrique de son malaise. Et quand on sort de là, quand on est délivré, comme des bons chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On change de façon de se comporter. On change de posture sociale. On change de posture gouvernementale. Justement, on change de posture gouvernementale. Avant d'entrer en profondeur dans le contenu de cet ouvrage très riche en termes de peinture de l'Afrique, une Afrique sombre, je vais d'abord revenir un peu sur le consultant pour lui demander si réellement la question de l'entrepreneuriat aujourd'hui peut être vue comme, pour emprunter ici l'expression, un rêve qu'on veut offrir à la jeunesse africaine, gabonaise en particulier, où ça devient un défi, où ça devient un défi dans la société globale, ou bien ça devient un système D, c'est-à-dire par que faire qu'on entreprend. Est-ce que on peut dire que à travers l'entrepreneuriat, la jeunesse gabonaise peut retrouver le rêve? Disons simplement, merci pour la question. Disons simplement que les trois propositions, les trois ou emploi que tu emploies se rejoignent. Est-ce que c'est
l'entrepreneuriat vu comme un défi, est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est un défi de l'heure pour la jeunesse? Est-ce que c'est un système D? Et troisièmement, je crois, est-ce que c'est... Ça peut permettre le rêve. Ça peut permettre le rêve. Oui, ça peut permettre le rêve. Est-ce que c'est un rêve? D'abord ça. Est-ce que c'est un rêve tel que l'intitulé du livre de mon frère Bénis, Rêve mortel. Est-ce que c'est un rêve? Oui, l'entrepreneuriat est un rêve. Tout part d'abord d'un rêve. Tout va d'un rêve. Martin Luther King disait I have a dream. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que je construirai, par exemple, je monterai une entreprise de distribution. Voilà. J'ai fait un rêve que je monterai une entreprise de cosmétiques. J'ai fait un rêve que je ferai ceci ou cela. Tout va d'abord dans le rêve. Et dans le rêve, et c'est à partir de ce rêve qu'on extériorise, qu'on parvient à le mettre en pratique en se donnant les moyens, les capacités de pouvoir mettre ce rêve-là en pratique. Tout va d'abord d'un rêve. Est-ce que c'est un défi de l'heure? Oui, c'est un défi de l'heure parce que on l'a dit mardi sur ce plateau, la fonction publique, pour ne parler que du Gabon, la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Ça devient impossible, ça devient insupportable. Alors il va falloir que les jeunes se réveillent. Regardez un peu partout en Afrique, ailleurs, comment ça. J'aime toujours prendre cet exemple-là, le Sénégal. Regardez la jeunesse sénégalaise, comment elle est entreprenante. Mais est-ce que cette logique oui, aujourd'hui d'entrepreneuriat et auto-emploi n'est pas une fuite en avant pour laisser ça ne peut pas être. Dans une certaine mesure, on peut penser ainsi, mais ça ne peut pas être une fuite en avant pour l'État, parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est ce qui est clair. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. L'État ne peut pas employer tout le monde. Et si l'État ne peut pas employer tout le monde, il faut donc inciter la jeunesse, il faut inciter les jeunes à pouvoir entreprendre, à pouvoir devenir chef d'entreprise, à pouvoir devenir PDG de soi-même, à pouvoir devenir directeur d'entreprise de soi-même. Mais avec quels moyens? Mais avec quels moyens? Tout est parti, chacun. Vous voulez que ce soit l'État qui vienne vous dire, écoutez, voici 2 milliards de francs, montez une entreprise, voici tant de millions, montez une entreprise, voici montez une entreprise. Moi, je vous prends un exemple simple. Sos Tata, M. Ovono, lorsqu'il a monté son entreprise, il n'est parti de rien. C'était un simple étudiant en France. Il a vu comment ça s'est passé là-bas. Il est revenu chez lui. Il a fait comme il pouvait. Avec les moyens dont il disposait, il avait à sa disposition. Il a peut-être sollicité la contribution de ses parents, de ses amis, et puis voilà. C'est parti comme ça. C'est parti de rien. Tout va de rien. Tout va de rien. D'un rien, je deviens PDG d'entreprise. Steve Jobs n'en a pas attendu que je sais pas moi. Est-ce que tu penses vraiment qu'au Gabon tout le monde peut entreprendre? Mais tout le monde peut entreprendre. Après, ça dépend de sur quoi on veut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais après, ça dépend de sur quoi on entreprend. Voilà. Tu vas pas faire chercher à faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait déjà. Si tu ne cherches pas à le faire mieux que ça. Ok. Voilà. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre. Et pour terminer avec le système D. Allez-y rapidement. Oui, on peut dire système D. C'est comme je disais, les 3 ou se rejoignent. Système D, parce que voilà, je reviens à ce que je disais déjà au départ, que l'État ne peut pas employer tout le monde. Et donc, qu'on est... Mais attention, le système D, c'est la débrouillardise. Hein. Mais oui, mais c'est justement ça. Il faut c'est la dernière issue, la dernière carte, on ne peut plus rien faire. C'est ça. Est-ce que vous préférez, vous souhaitez que un jeune étudiant qui sort un jeune étudiant qui sort de l'université, qui sort d'une grande école, il vient d'obtenir Mohamed Bouazizi, je crois, en Tunisie. Pourtant, il était maîtrisard. Il avait une maîtrise, je sais plus trop en quoi. Mais allait-il rester chez lui à attendre que l'État fasse un recrutement de masse? Mais non. Il faut bien pouvoir s'assumer à un certain moment. C'est justement de cette Afrique-là que nous parlons. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on dit vous dites tout le monde peut entreprendre et que il y a toutes les conditions, il y a les possibilités. Donc l'État voudrait que les jeunes s'engagent pour se prendre eux-mêmes en charge. Mais de l'autre côté, nous avons dans ce livre déjà qui est ce recueil de poèmes ou cet ouvrage de poésie, Rêve mortel, qui est un poème violent, on le dit ici, une rage écorchée,
sans douceur tissée. C'est-à-dire que c'est un engagement déterminé à en découdre ou à découdre avec un certain système, un certain fonctionnement. Et puis à l'intérieur, quand j'ai lu, j'ai voulu donner un autre nom, un autre titre à cet ouvrage. C'était, pour moi, ça devrait être Rêve de liberté. Parce que j'ai vu qu'à l'intérieur, vous avez beaucoup pris de l'accent. Vous avez beaucoup mis de l'accent sur la liberté. Et il y a même un endroit où vous avez écrit en lettres capitales le mot liberté. Est-ce que cette Afrique en manque de liberté par le fait qu'il y ait des dirigeants qui ne veulent pas donner la possibilité à la jeunesse de rêver, à leur jeunesse de rêver, et qu'une classe dirigeante assoiffée du pouvoir peut réellement permettre à cette jeunesse-là d'entreprendre? Parce que ici, la question que vous posez, le problème que vous soulevez ici, c'est justement le problème de liberté. Est-ce qu'il y a la liberté d'entreprendre? Bien sûr. Et tout à l'heure, quand le frère intervenait, j'avais envie de prendre parole, mais malheureusement, il est question aussi, bien sûr, de flirter avec l'esprit d'entreprise. Sur le cas du Sénégal, par exemple, on ne peut pas comparer des cultures. Parce que naturellement, quand on voit le fonctionnement du Sénégal, celui du Gabon, c'est beaucoup de poids et beaucoup de mesures. Parce que l'entreprise au Sénégal est d'abord culturelle, d'idées d'entreprise. Donc l'entrepreneuriat est culturel chez eux, contrairement à notre pays. Aujourd'hui, si beaucoup de jeunes se sentent obligés d'entreprendre, c'est parce que l'État a failli. Mais l'État a failli parce que nous sommes dans une situation où notre pays n'a qu'entendre les discours des anciens ou des aînés qui vous disent à notre époque, on avait des bourses. À notre époque, on apprenait gratuitement. À notre époque, l'État mettait tout en place pour qu'on réussisse. Mais seulement ces aînés ayant réussi, ils militent pour que notre époque soit la plus misérable. Ils font finalement qu'aujourd'hui, nous ne jouissions plus des mêmes biens, des mêmes avantages, merci, qu'ils ont profité, bien sûr, que ce pays leur a offert. Et c'est dommage. Et dans ce cas, qu'est-ce qui arrive finalement? C'est votre rêve de devenir docteur qui meurt. Parce que vous allez à l'école, votre école est en grève toute l'année, vous finissez par entreprendre quoi? Le braquage pour survivre. C'est l'idée de survie. Vous rêvez de quoi? D'être médecin, on va dire ça comme ça. Vous arrivez, l'université est toujours en grève, bien sûr. Il n'y a pas les cours qui vont avec. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le concours d'entrée à la police. C'est votre rêve qui meurt. Et c'est le pays, bien sûr, qui perd. Il n'y a qu'à interroger ceux qui entreprennent aujourd'hui. Dans quel domaine entreprennent-ils? Mais qui entreprend et qui fait quoi? Que ce sont des métiers de survie. Et ces métiers de survie interviennent naturellement parce dans que le système D. Bien sûr, mais parce que le pays a échoué. Tout est fait, tout est entretenu. Tout le malaise existentiel de notre pays est entretenu, mais par des aînés qui militent nuit et jour à corrompre la réussite de la jeunesse africaine. Ils savent, ça je suis fort conscient, ils savent une chose, ça je ne manque pas de le dire aussi. Nous sommes la génération pour notre pays la plus instruite de l'histoire de notre pays. Nous sommes la génération la plus instruite. Nous sommes la génération également la plus diplômée. Nous sommes la génération la mieux cultivée. Ouais. Mais paradoxalement, la plus pauvre de notre pays. Mais pourquoi? Le constat, il est fait. Il n'y a qu'à parcourir la rue de Libreville et voir comment se comporte la jeunesse. Il n'y a qu'à voir comment cette jeunesse se sent aujourd'hui obligée de se prostituer culturellement et politiquement. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sentent minablement déçus par le comportement des aînés. Mais parce qu'ils se sentent obligés. D'ailleurs, je veux dire quoi? La maxime est trouvée. On va encore faire comment? Mais on va encore faire comment? Mais c'est votre rêve à vous qui s'échappe. Vous le voyez entre les fuites, quand vous pouvez parler bien sûr du rêveur, du mot liberté dans le texte. Et là, dans le texte, il est question bien sûr du poète et du rêveur. Le rêveur qui est la société africaine et mondiale dans sa globalité, qui choisit pour vivre d'emporter un poète qui doit peindre chaque pas de sa vie, qui doit peindre chaque moment de son existence. Mais c'est la misère, mais c'est le braquage, c'est la mort, c'est le viol, c'est le vol, c'est l'empoisonnement, c'est le suicide. Mais c'est tous ces mots qui font finalement qu'il n'y a pas de liberté. Les libertés sont emprisonnées, empoisonnées, sont tues, justement parce que les gens ont peur. Et là, dans le texte, quand on parle bien de liberté, le poète dit simplement qu'on n'arrête pas la liberté. Où que vous soyez, on ne peut pas vous arrêter
de penser. On peut vous empêcher d'agir, mais on ne va jamais vous empêcher de penser. Et la seule liberté qui existe aujourd'hui pour les jeunes africains, c'est de penser, c'est d'espérer à travers l'idée qu'en fait, il peut avoir une possibilité de changer les choses. Mais ce changement de choses doit passer par le changement de mentalité, par le changement de posture, par le changement de comportement, par le changement de soi. Mais c'est la purge contre les idéologies reçues, c'est la purge contre les attitudes, je veux dire, nauséabondes qui font finalement que même les intelligences qu'on veut promouvoir se taisent, se laissent clochardiser par des moins intelligents. Mais c'est aussi le rêve, comme je disais tout à l'heure, de l'esprit d'entreprise qui meurt. Parce que finalement, ceux qui entreprennent se laissent également corrompre, se laissent influencer. Tout de suite, quand vous entreprenez sérieusement, vous vous laissez emporter par votre engouement, par vos propres moyens. On cherchera toujours le bouc émissaire. Mais qui est derrière ce jeune qui fait si bien? On va chercher à vous coller un leader politique derrière. Justement parce qu'au Gabon, même ceux qui entreprennent sont suspectés. Oui. Et ça fait quoi? Ça fait que cette jeunesse qui veut aussi entreprendre a finalement peur. Mais la peur tue l'avenir. La peur avorte les meilleurs projets qui existent en fait. Et nous sommes là dans quoi? Dans l'idée de la fatalité. Mais faut-il laisser la fatalité se perpétuer? Non, il faut que ça s'arrête. Il faut donc tuer, s'il faut le dire, il faut tuer ce virus-là. Il faut essayer de détruire cette vérité sociale, je vais dire, pour faire en sorte que notre pays aujourd'hui, je vais dire, notre humanité engendre de nouveaux rêves. Cela peut être les rêves d'espoir, les rêves d'espérance en fait, les rêves d'encouragement, les rêves de félicité. Savoir que quand l'autre entreprend quelque chose de plus formidable, qu'on sache le reconnaître, qu'on dise, bah tiens, il y a du bon, il faut l'encourager à le faire. Mais pas des critiques négatives qui découragent. À partir de ce moment, on comprend bien que vous êtes animé par la volonté de voir l'Afrique changer, de redonner espoir, parce que l'espérance ou l'espoir est mort. Et la jeunesse africaine n'a plus d'idéal, ne rêve plus un idéal, mais est dans les sanctuaires de la mort. Parce que pas forcément. Bon, il faut préciser les choses en fait. Je ne dis pas que la jeunesse africaine est dans le sanctuaire de la mort. C'est juste que j'ai dit la jeunesse africaine est hantée par la mort. Et c'est la mort de tout et à tous les niveaux. Vous voyez? Mais quand je parle d'espérance, je ne dis pas que notre société est dénudée de modèles, mais c'est juste qu'ils sont rares. Regardez sur le plan politique, on veut se référer à quel modèle au Gabon aujourd'hui? Il n'y a pas, pour moi, je dis bien pour moi en politique, il n'y a qu'un modèle. Sur le plan culturel, par exemple, oui, je parlerai bien sûr de Pierre Claver Akenenge qui inspire tant de jeunes. Ouais. Mais est-ce que notre pays valorise l'art de Pierre Claver, l'œuvre de Pierre Claver Akenenge? Non. Mais parce que dans ce pays, on ne valorise pas ceux qui militent pour le changement. On ne valorise pas ceux qui participent à la construction du projet. On valorise plutôt les cancres. C'est la médiocrité. C'est la médiocrité qui est encensée. Et c'est dommage. Est-ce qu'on peut dire que cette colère-là peut justement être reflétée par cette forme que vous donnez à votre style ici, à l'écriture? Parce que je vois, les vers sont entremêlés entre les proses. Et le plus souvent, on est habitué à voir des poèmes totalement en vers. Mais là, on a les proses et les vers. Et il y a même une phrase, une strophe énigmatique qui revient à chaque fois dans le texte, j'ai pu totaliser une affaire de 9 ou 8 fois. Hein? C'est cette strophe-là. Et moi, je continue mon errance. Je passe, je marche, je m'assieds, je rumine dans un silence bruyant. Et je crois que ça, c'est le rêveur. Bien sûr, mais il est question ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la société en fait. Je vous disais, Rêve mortel, c'est deux personnages qui sont mis en musique. C'est le rêveur, le rêveur qui est donc l'image de la société, et puis le poète qui a bien sûr son rôle à jouer dans cette société mortifère. Mais le rêveur, comme je disais, il n'est pas obligé de... Je veux dire quoi? Je veux dire, il est obligé d'être errant. Il erre à tous les moyens, à tous les niveaux. Je vous dis, c'est l'image de notre société qui est coincée par elle-même, qui est coincée dans ses considérations abjectes et qui est obligée d'errer. Aujourd'hui, l'errance, c'est une thématique largement développée en littérature, hein, mais c'est un fait social. Mais c'est nos rêves qui sont en pleine errance. On veut tout essayer pour essayer de s'accrocher à la survie, en fait. On veut tout essayer. Vous allez à l'école, ça ne tient pas. On fait des petits métiers. Les petits métiers ne tiennent pas. On essaie le braquage, ça ne tient pas. On essaie la prostitution, ça ne marche pas. On va en politique, ça va accrocher peut-être parce qu'on fera de vous un clochard. Voilà. Vous êtes en pleine errance. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le poète, il essaie de regarder. Il ne peut pas passer. Il ne peut non plus s'arrêter. Que faut-il faire? Il faut jeter les pierres
de conscientisation à tous les niveaux que ce soit pour espérer. La société est bloquée, les jeunes sont en pleine errance parce en pleine déliquescence. En pleine déliquescence. Bien sûr, mais regardez, sur le plan de l'éducation par exemple, vous voyez, nos jeunes enfants se prennent les cobolos, se poignardent dans plein lycée, ça n'aime personne. Oui. Ça n'aime personne. L'État est complètement indifférent. Mais regardez, on dit qu'il y a depuis 3 jours là, quelqu'un aurait tiré sur un agent de force de l'ordre, je ne sais où, et Libreville est quadrillé par la police. On veut trouver forcément le coupable. Donc ça veut dire que les enfants qui meurent, qu'on égorge par des crimes rituels, dit-on, ça n'aime pas. En fait, ça n'intéresse pas. Ou la mort en Afrique ou au Gabon, en fait, est laissée pour compte. Mais c'est triste en fait. Et donc, ce genre de société, comment révéler? Donc, ça veut dire que, la société est crispée, elle est bloquée, il n'y a pas vraiment possibilité de s'en sortir. Mais en parlant d'entrepreneuriat de jeunes, qui est, comme je le disais, une volonté des capitalistes et de ceux qui pensent qu'il faut minimiser l'État, en fait, les pouvoirs de l'État, les missions régaliennes de l'État, dont l'État minimal. Est-ce que, monsieur Toby, est-ce que vous pensez que vraiment les jeunes peuvent s'en sortir dans un tel contexte qui est décrit dans cet ouvrage-là? Oui, je pense que les jeunes peuvent s'en sortir. C'est ce que disait Bénis. Les jeunes peuvent s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espoir. On dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Les jeunes peuvent s'en sortir. Simplement en ne se laissant pas berner ou amadouer par les plaisirs, par la facilité. La dernière fois, je disais, vous savez, c'est parce que, et même tout à l'heure, lorsqu'il a parlé tout à l'heure, il a rebondi sur ce que j'ai dit en voulant prendre l'exemple sur le Sénégal, en disant que faire comparaison entre le Sénégal et le Gabon, c'était des poids et des mesures un peu éloignés. C'est tout à fait normal. C'est parce que dans notre culture, dans notre état, dans notre éducation, on ne nous a pas appris la valeur du travail. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi on a l'impression que nous sommes bloqués, il n'y a plus d'issue. C'est l'errance dont parle Bénitien. C'est l'errance, c'est à tous les niveaux. Un matin, on essaie d'aller à l'école. Quand l'école ça ne marche pas, on va essayer de braquer. Quand ça ne marche pas, on va faire la prostitution. Quand la prostitution ne paye plus, on va en politique. C'est tout ça. Toby, aujourd'hui, il est possible par la détermination. Je dis, tout va du rêve. Vous avez rêvé, vous avez mis votre rêve en projet, vous le mettez en projet, vous voyez les contours et vous donnez les moyens. Certes, il y a des blocages à tous les niveaux. Tout va du rêve. Va du rêve. On connaît des jeunes qui ont des diplômes, qui ont des masters, pas des doctorats, des bacs masters, et qui errent dans toute la société et qui disent aujourd'hui faire de l'entrepreneuriat lorsqu'il s'agit, par exemple, de vendre des tricots dans les lycées, lorsqu'il s'agit de vendre des dauphins dans les milieux ou les croquettes n'importe où. Ça, c'est de l'entrepreneuriat qu'on considère chez nous. Est-ce que vous pensez que cette forme d'entrepreneuriat déjà, qui est connue comme un entrepreneuriat en Afrique informel, est-ce que cette forme d'entrepreneuriat honore vraiment la jeunesse africaine apprenante ou qui du moins ce qui a quand même de mon point de vue qui a rêvé plus grand? De mon point de vue, oui, il faut toujours rêver plus grand. Après, si on ne parvient pas à atteindre ce rêve-là, le plus important aurait été d'avoir essayé. De mon point de vue, ce genre d'entreprise fait vendre des coquerettes, vendre, je sais pas moi, même se retrouver à la gare routière, malgré qu'on soit diplômé, se retrouver à la gare routière en train de vendre des vêtements. Mais il n'y a rien d'indécent à ça. Je dis, toute chose, c'est ce que nous devons rechercher. Moi, je dis, c'est à notre jeunesse, il y a 2 choses que nous devons rechercher. Bénitien l'a dit tout à l'heure, nous sommes la jeunesse la plus instruite. Nous sommes la jeunesse la plus diplômée. Mais malheureusement, paradoxalement, nous sommes la jeunesse la plus pauvre. Paradoxalement. La jeunesse la plus pauvre. Je dis, tant qu'il n'y a pas de déshonneur à se retrouver
à Montbouet, je ne sais pas moi dans quel coin de Libreville, en train de faire du commerce, en train de faire un petit métier. Ne réclamez rien à ce dernier-là, pourvu qu'il s'en sorte. Oui. Pourvu qu'il s'en sorte. Justement, voilà. Pourvu qu'il s'en sorte, tous les moyens sont bons. Par que faire, on peut s'en sortir. Avant d'arriver au quiz et de prendre l'autre invité, je voudrais revenir vite chez Bénitien pour comprendre concrètement si cette volonté qui est mise ici à contribution, c'est-à-dire de revenir un peu comme une bouée de sauvetage à la jeunesse africaine, puisque vous le dites ici, vous avez cette volonté de redonner espoir. Si je peux lire ces derniers vers, où vous dites, après avoir reçu quelque chose ou l'onction du rêveur qui est tombé, puisque quelque part le rêveur est mort. Bien sûr. Il est mort et il vous a transmis, vous le poète, à vous le poète, quelque chose de très important. C'est la poésie, le contenu de cette poésie, la plume, le pinceau, justement, parce que ce rêveur ne faisait que peindre les tableaux, certainement. Mais aujourd'hui, vous dites que je viendrai peindre l'Afrique avec des couleurs nouvelles. Je peindrai l'Afrique jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de son infirmité, pour qu'elle se lève et marche vers la prospérité. Justement, c'est ça, c'est tout le souhait de vouloir que l'Afrique se relève, parce qu'elle est tombée sous le règne des princes dictateurs, parce qu'il faut le dire, le poème il est violent, moi je peux utiliser les expressions violentes, donc cette volonté-là est ici. Mais avant d'arriver sur ça, je vais faire un petit lien entre ce texte et ainsi parler Zarathustra de Nietzsche. Parce que quand on prend la forme, déjà, l'écriture, un peu la colère qui a une forme ici, des vers mêlés aux strophes et un peu en désordre, la forme d'écriture, poétique. Voilà. On prend l'intérieur, on prend le fond. Le fond, on a ici un rêveur qui peint une société sombre, qui nous fait état d'une société sombre. Et on a de l'autre côté chez Nietzsche un Zarathustra qui justement dans le chapitre Au pays de la civilisation peint la société actuelle ou les sociétés actuelles comme des pays, des sociétés qui sont dans une civilisation décadente. Le rêveur va donner la plume au poète, le pinceau au poète. Zarathustra va annoncer la venue du surhomme. Et le surhomme, justement, c'est celui-là qui viendra faire en sorte que l'Afrique sorte, faire en sorte que l'Afrique prenne conscience. Est-ce que, en le disant comme ça, on peut faire un lien justement avec le Zarathustra qui vient annoncer le surhomme, le Zarathustra de Nietzsche qui vient annoncer le surhomme, et cette volonté qui est là, qui a été permise par le rêveur qui a constaté les dégâts? Alors, il faut dire que la poésie, c'est d'abord un fait magique en fait. Quand vous écrivez la poésie, c'est comme à l'église, hein. Vous êtes en transe, vous êtes dans une dimension. Et c'est là où vous constituera votre mot de fin, s'il vous plaît, parce qu'après on va aller un peu plus vite. Vous ne maîtrisez peut-être pas. Oui. Comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas m'aventurer dans des comparaisons. C'est plutôt à vous de le faire, c'est au lecteur de le faire. Je jette juste l'encre. Je sonne une sorte d'interpellation à la conscience universelle, à la conscience africaine, à la jeunesse gabonaise, parce qu'il en va de sa survie et donc de son humanité. Quand j'écris Rêve mortel, je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est
au-delà de l'accumulation des frustrations, c'est au-delà de l'explosion de toutes les colères de la jeunesse africaine, de la jeunesse gabonaise. Ce n'est pas mon vécu en moi en tant qu'être humain ou en tant que poète, ce n'est pas seulement la société que je vis. Si la régie a les images de l'ouvrage, hein, on peut les défiler le temps qu'il parle. C'est aussi donc la société africaine dans sa généralité, c'est le rêve de toute la jeunesse gabonaise qui est mise ici en question, qui est défendue en fait. C'est la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine qui parle, mais par la voix d'un homme, par la voix du poète que je suis malheureusement. Vous dites bien, le rêveur meurt, bien sûr. Le rêveur meurt dans le texte parce que c'est la société qui meurt. Parce qu'il a marché dans une société en pleine déliquescence où le mal a régné, le mal l'a emporté, malheureusement. La politique l'a emporté, le vice l'a emporté sur la vertu. Il y a tellement de douleur. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? À la fin, qu'est-ce qui reste? Puisqu'il était en plein voyage, je vous le disais tout à l'heure, avec le poète. Le poète l'a accompagné dans la trajectoire de son rêve. Il a foulé tous les couloirs de la société humaine. Il a parcouru de long en large la misère de l'homme, la misère de l'humanité, en parlant des guerres civiles, des colères géopolitiques, des maladies bien sûr, des écoles qui se font, parce qu'il faut avouer, aujourd'hui l'école est morte. Les gens ont du mal à réaliser. J'en discutais encore hier au sol avec un ami qui me disait, tiens, c'est incroyable, cette année les enfants passeront le bac de façon normale, alors que depuis plus de 6 ans, le bac n'a plus eu lieu, en fait, n'a plus eu une année normale, les enfants passent le bac à la fin. Vous voyez, donc même réussir de ce qu'on faisait normalement devient assez admirable. L'école publique meurt, ça n'aime personne. La jeunesse est clochardisée, ça n'aime personne. Mais qu'est-ce qui reste dans cette Afrique? C'est la peinture obscure. Mais cette peinture n'est pas rendue obscure pour me faire plaisir à moi. Ce n'est pas que je suis heureux d'écrire ces colères. Je voudrais bien un jour écrire un texte axé sur l'amour. On parle bien du coït, on parle du bonheur, on parle des enfants qui réussissent, on parle bien de l'entrepreneur, de l'entreprise. Mais malheureusement... Bénicien, en 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse-là en 2 mots, parce que nous allons... Bien sûr, je disais tout à l'heure, cette peinture mienne est le reflet de notre Afrique, de notre humanité, donc notre société. C'est inviter la jeunesse africaine à ne pas désespérer, parce que je ne suis pas pessimiste en fait. Je crois à cette jeunesse africaine, je crois à son talent, je crois que notre humanité est possible, mais pour qu'elle soit possible, il faut protester. C'est là le titre d'ailleurs, tout le bien de lire Silence de la contestation, mon texte précédent. Il faut protester pour revendiquer ses droits, revendiquer son humanité, revendiquer ce qui nous revient de droit. Mais revendiquer ce qui nous revient de droit, c'est d'abord savoir de quoi il est question, donc s'instruire. Et Rêve mortel se propose ici, en fait, se présente comme une sorte de où est-ce qu'on peut se le procurer rapidement? C'est une sorte de correspondance à la jeunesse africaine dans la conscience gabonaise que j'espère prendre conscience de son extrémité et espérer de meilleurs horizons pour lui. Entreprendra bien sûr de meilleurs horizons pour son avenir. Où est-ce qu'on peut Rêve mortel est disponible à la librairie universitaire, c'est à l'université Marbongo, à la librairie Le Savoir, c'est au rond-point de Nzayan, mais aussi à Géant Sikado, c'est en ville. Ok, merci Bénicien, merci vraiment de nous avoir éclairé sur cet ouvrage-là, Rêve mortel, qui a un lien direct avec ce que nous avons arrêté comme thème. Et nous allons demander à la régie si elle peut nous balancer le quiz pour que nous recevions par après notre invité Ibouanga. En toute chose dans la vie, c'est la détermination. Lorsqu'on est déterminé, on peut tout. Et ajouter à cela l'organisation. La femme a les atouts comme un homme aussi les a et donc peut entreprendre sans difficulté. Il suffit d'être organisé. La concurrence elle est rude avec les hommes, c'est vrai. Mais les hommes et les femmes entreprennent les mêmes études, par exemple. Et du coup, les femmes aussi ont leur chance d'entreprendre. Nous sommes de retour sur Tribune Jeune, sur le même thème, l'entrepreneuriat, système D ou défi de l'heure.
Et nous avons, d'autres invités.